Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première rencontre en temps de Covid-19 que nous organisons autour de la question politique, éthique, épistémologique, de savoir comment repenser l'universalité après l'universalisme occidental. Cette question ne se pose pas, en tout cas pas uniquement comme telle, c'est-à-dire comme une question théorique, mais elle se décline selon des contextes concrets, des expériences situées, comme celle de la Révolution, ou devrais-je dire des révolutions, qui produisent une expérience et une réflexion sur ce que c'est que l'histoire, et je dirais même l'histoire mondiale. C'est un énorme plaisir d'accueillir dans cette salle virtuelle Leila Dahli, que je salue le plus cordialement. Bonjour Leila. Bonjour, bonjour. C'est un grand plaisir de te retrouver avec nous. C'est un moment d'amitié et d'échange continué autour des questions qui nous lient et qui portent sur des relations entre histoire et conscience historique, entre narration, voire la littérature au sens propre, et l'historiographie, entre l'intérêt pour le particulier et le désir d'un universel qui nous lie en tant qu'êtres vivants. Mais dialoguer avec toi aujourd'hui est aussi une énorme chance, puisque nous sommes à la veille du 14 juillet, et donc de la commémoration de la prise de la Bastille, de la grande révolution, celle française de 1789, et que tu es une spécialiste d'événements et de courants révolutionnaires et de révoltes, mais de ceux qui ont agité le monde arabe, et je dirais depuis le 19e siècle. Alors, je voudrais te présenter un peu. Tu es spécialiste de l'histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain, chargé de recherche au CNRS et affecté au Centre Max Bloch de Berlin depuis 2014, où par ailleurs nous nous sommes connus et où tu as dirigé le pôle connaissance du monde et expérience de la globalisation qu'on a développé ensemble au Centre Max Bloch. Tu es membre du comité de rédaction de plusieurs revues de renom, parmi lesquelles notamment Le Mouvement Social, the International Review of Social History, basé à Amsterdam, et La Vie des idées du Collège de France. Mais tu es surtout auteur de plusieurs livres sur le monde arabe, parmi lesquels, par exemple, Histoire du Proche-Orient contemporain, publié par La Découverte en 2015, ou Le Moyen-Orient, fin 19e jusqu'au 20e siècle, qui est paru au Seuil en 2016. Depuis 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, tu diriges un projet financé par le Conseil européen de la recherche, donc the European Research Council, qui a pour titre Dream, Drafting and Enacting the Revolutions in the Arab Mediterranean, un très grand projet qui porte sur des archives de l'histoire sociale, du politique, des révolutions arabes depuis les années 1950. C'est un projet qui te concerne en tant qu'historienne à cœur ouvert, comme l'a formulé de très belle manière, je trouve, la revue Vacarme, en ce que les révolutions arabes t'ont touché, qu'elles t'ont mobilisé et qu'elles ont donc influencé ton chemin biographique comme ta pensée. Dans le cadre de ce grand projet, tu vas donc publier un livre collectif cet automne, encore au Seuil, qui embrassera des récits brefs qui chacun décrivent à partir d'une archive, un moment, une figure, un type d'action politique, dans son contexte et son importance pour les révolutions déclenchées en 2010-2011 et qui sont encore sensibles aujourd'hui. Ce volume est donc le fruit d'une écriture et d'un travail de recherche collectif. S'il portera le titre L'esprit de la révolte, un titre merveilleux d'ailleurs je trouve, c'est parce qu'il veut transporter des traces de ces révolutions récentes, souvent réprimées, tragiquement, malheureusement, comme lucioles de l'avenir.
Dans la préface de ce livre, tu parles donc de l'universalisation de l'histoire de ces soulèvements et ça m'amène donc à ma première question. Quand on parle de révolution dans un contexte académique, on ne cesse de penser à la Révolution française, peut-être encore aux contre-révolutions qui allaient avec, donc par exemple celle en Haïti, mais toujours à celle-là qui serait le grand modèle universel de la Révolution. De là résulte une idée du temps, du progrès, qui faisait par exemple donner le nom de printemps arabe aux révolutions arabes récentes, comme si celle-ci n'était que la porte d'entrée à une histoire moderne dont l'Europe serait déjà le point final. Quand on parle de révolution, on pense à 1789 comme modèle universel. Pour comprendre les changements, la violence, l'histoire, mais aussi les valeurs, notamment celles qu'on dit universelles, de liberté, d'égalité et de fraternité. La révolution, c'est donc la manifestation d'un universalisme européen qu'on a critiqué à partir de différentes perspectives, notamment postcoloniales. Quel est, selon toi, le lien entre la révolution ou les révolutions et une pensée de l'humanité, donc entre les révolutions et ce qu'on pourrait appeler l'universalité? Merci beaucoup, Marcus. Moi aussi, je suis contente d'inaugurer ce cycle de vidéos avec vous tous. C'est un plaisir parce que c'est comme si on poursuivait des conversations plus que de simplement commencer quelque chose. On est dans une sorte de continuité. Alors, répondre à ta question, c'est évidemment difficile frontalement. C'est pas une question à laquelle on peut répondre. Ben voilà, j'ai la réponse immédiate. En revanche, on peut essayer de comprendre quels sont les outils qu'on peut se donner pour répondre à une question comme celle-ci. Évidemment, pour commencer, l'universalisation, le processus, enfin le terme que j'ai utilisé d'universalisation, désigne un processus. Et c'est bien comme ça que je l'entends. Un processus qui se distingue de l'idée selon laquelle on aurait précisément un modèle et du coup dans le modèle une méthode, d'une certaine manière. Les révolutions ou la révolution au singulier, le plus souvent, ça serait ce qui est arrivé en France, mais aussi peut-être le deuxième modèle et le modèle américain. Les deux plus fréquents sont ceux-là. Je reviendrai sur le modèle russe, qui est un autre type de modèle, mais en tout cas dans les modèles de l'époque moderne, enfin de ceux qui me font rentrer dans l'historiographie, disons, contemporaine, on a la France et on a les États-Unis. Et dans ces deux modèles, tels qu'ils se sont formulés comme modèles, il y a en effet toute une série d'éléments qui relèvent de ce qui ensuite est devenu une typologie possible de ce que c'est qu'une révolution. Donc on aurait en effet forcément dans la révolution différentes phases, dont la contre-révolution, dont éventuellement la guerre civile, et on aurait aussi des valeurs. C'est là peut-être qu'on peut discuter. Ce que je vois moi en tant qu'historienne et en tant que travaillant après évidemment ces périodes, mais avec la culture historique européenne, charriée par l'Europe, c'est qu'au fond, travailler aujourd'hui sur les révolutions, ça nécessite de reconstruire différents types de processus, comprendre comment on peut s'appuyer sur un autre type d'histoire, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Évidemment, on retrouve ces phases-là aussi dans la révolution russe, aussi dans les révolutions arabes, d'une certaine manière. La question de la violence, la question du surgissement, d'abord. Comment surgit une révolution? Donc, faut-il se poser la question des causalités, etc., etc. On retrouve la question
des contre-révolutions et des contre-révolutionnaires au sein même d'une période révolutionnaire. Et on retrouve la question de la stasis, c'est la question de la guerre civile potentielle qui est toujours là. Hein. Donc ça, c'est des éléments, disons que je dirais, relativement stables si on veut parler de révolution. Après, on peut avoir d'autres types de surgissements politiques qui ne sont pas forcément révolutionnaires. En revanche, du côté des valeurs, on est plus embêté. Parce que on a eu tendance à considérer que non seulement il y a ce que tu dis, la liberté, disons la liberté, l'égalité, hein, qui sont des aspirations issues de ces révolutions de l'époque moderne. Et puis on leur a accolé, on les a plutôt, comment dire, englobés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Bizarrement, on dit révolution démocratique. Hein. À partir de 89, cette fois 1989, on a tendance à dire, voilà, les révolutions actuelles, ce sont des révolutions démocratiques. Sous-entendu, ce que tu dis, c'est-à-dire, nous sommes arrivés à la démocratie, et donc tous les autres, ceux qui font la révolution ailleurs, c'est pour accéder, non pas aux valeurs elles-mêmes de liberté, d'égalité, éventuellement j'en rajouterai d'autres, moi il y a donc la dignité, l'émancipation, mais on est dans un monde où de fait la démocratie pose des problèmes en elle-même, c'est-à-dire sa définition même pose des problèmes. Donc un des enjeux, je fais un long détour, hein, mais je vais revenir, un des enjeux de l'étude des révolutions aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Asie ou dans le monde arabe, c'est de dérouler un autre fil, y compris pour réinterpréter les valeurs qui sont les valeurs universelles, au nom desquelles on se bat. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'enlever la buée, de désembuer ce qu'on appelle la démocratie ou ce qu'on appelle la révolution démocratique, ce qu'on a eu tendance à toujours appeler la révolution démocratique. Si vous vous souvenez, au moment des soulèvements dans le monde arabe, en fin 2010, début 2011, il était question de protestation contre des régimes autoritaires, donc d'aspiration à la liberté, etc. Et très vite, on a dit d'aspiration à la démocratie. Or, on a vu ensuite que quand se sont établis des régimes à façade démocratique, ça n'a pas forcément été des régimes pro-révolutionnaires. Parce qu'on fait des élections ou que même on restaure les pouvoirs des syndicats ou de certains corps intermédiaires, etc., qu'on agit pour justement ces valeurs, ces aspirations à la liberté, à l'égalité, à la dignité humaine, etc. Donc ce qu'elles disent, ces révolutions, c'est bien plus que simplement l'aspiration, que disent beaucoup de journalistes, l'aspiration au changement. Donc on avait des régimes, en effet, installés depuis des décennies, extrêmement policiers pour certains d'entre eux, un peu moins pour d'autres. En tout cas, des régimes qui étaient très liberticides. Mais pour certains, c'est des régimes où il y avait quand même encore des élections. Hein. Je pensais à l'Égypte, par exemple. Même si on imaginait qu'il y aurait une transmission héréditaire du pouvoir, il y avait un semblant de vie démocratique. Il y avait des journaux indépendants, il y avait des éléments. Alors, l'objet de mon travail, c'est de caractériser, au fond, ce moment-là et d'essayer de desserrer des lectures qui peuvent être faites trop rapidement, hein, qui sont des lectures, en fait, qui collent au pouvoir, si j'ose dire. Enfin, c'est un peu ça, c'est comme ça que je les vois, et c'est pour ça que j'essaie de travailler à partir des traces des soulèvements. Parce que je pense que les gens qui se soulèvent et qui font la révolution, les peuples en lutte, hein, ceux qui se constituent comme peuple, ne le font pas simplement en vis-à-vis du pouvoir, ils le font aussi en vis-à-vis de leur vie, en fait, de leur vie matérielle et de leur vie humaine, pour reprendre ton expression. Et c'est donc là, pour répondre à ta question, que moi je pense qu'il faut aller trouver cette question d'humanité commune. Beaucoup moins dans les modélisations et dans les discussions sur, au fond, la question des régimes ou la question de la caractérisation des protestations sociales, que dans l'idée d'une histoire sociale ou d'une
une écoute contemporaine du social qui se défasse un peu, on n'est pas, des fois on ne peut pas faire sans, mais qui en tout cas se défasse en tant que, enfin, qui se détache de prime abord de la question du pouvoir et de ses formes. Voilà, je crois que j'ai répondu. Je ne sais pas. Oui, merci. Merci Leïla de cette réponse. Je pense que... Ah oui, Hélène, tu as déjà relevé. Moi qui prends le relais de la seconde question. Alors, moi, j'aimerais revenir, Leïla, sur un aspect qui t'est très cher, qui concerne les mots de la Révolution et en particulier l'imaginaire dont ils témoignent. Pour contextualiser un petit peu, dans ton travail, tu pars des mots qu'on utilise communément pour désigner les révolutions arabes de 2011, autour de 2011, comme les termes de printemps, de révolte, en anglais, spring ou uprising, qui connotent, nous dis-tu, corrige-moi si je me trompe, qui connotent une temporalité appréhendée sur le mode de la rupture et de la soudaineté, plutôt que d'envisager la continuité de ces processus révolutionnaires sur le temps long. Alors à partir de là, j'aurais deux questions. D'une part, est-ce que ces termes, révolte, printemps, soulèvement, rendent bien compte de l'expérience des révolutions vécues localement? Traduisent-ils les mots arabes d'origine ou bien alors, dans quel sens la traduction s'est-elle faite? Et d'ailleurs, ces mots sont-ils toujours actuels, d'actualité 10 ans après, presque 10 ans après? Ça, c'est le premier aspect qui m'intéresse. Le second, voilà, alors comme la Méditerranée arabe n'est pas un espace unifié, mais un espace pluriel, notamment du point de vue des langues qu'on y parle, est-ce qu'on note des différences d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre, des nuances dialectales notables concernant cet imaginaire de la Révolution qui transparaît dans les mots? Est-ce que des phénomènes de domination linguistique interne à la Méditerranée arabe sont en jeu à ce niveau? Bref, pour résumer cette question un petit peu longue, quel est l'enjeu, selon toi, de penser les révolutions arabes en plusieurs langues ou dans la différence des langues? Non, j'étais déjà en sondage. Alors oui, évidemment, c'est une question que j'aime, enfin, qui me plaît beaucoup, et je te remercie de la poser. Alors il y a deux niveaux, me semble-t-il, sur lesquels se poser cette question de la langue. Alors, ce sont plus ou moins les deux niveaux qui sont tes deux questions, au fond. La première, c'est de savoir si on a les bons mots pour désigner ce qui se caractérise. Bon, elle inclut, c'est un peu notre métier de chercheur à la fois de se trouver des mots et puis de les utiliser avec prudence, encore plus quand on est en permanence en train de traduire, ce qui est mon cas forcément. Au fond, moi je veux bien utiliser les termes de soulèvement, printemps un peu moins, mais soulèvement je le fais sans problème puisque ça désigne pour moi un moment de la révolution, et la révolte aussi d'ailleurs. Je peux aussi dire contestation. Il y a différents types de répertoires et de formes qui peuvent être désignés quand on désigne tout ce qui se passe pendant le temps révolutionnaire. Révolution, la plupart des gens ont peur de l'utiliser parce que précisément il va au-delà. Ce mot va au-delà de ce qu'on pourrait juste caractériser, voir, et ça engage. Ça engage plus, ça engage dans tous les sens, c'est-à-dire ça engage théoriquement et ça engage politiquement. Or, Stavretna, disent les Libanais en ce moment, ils disent notre révolution, ils disent, il y a un slogan d'octobre 2019 dans les rues du Liban qui dit notre révolution n'est pas un mouvement. Alors, on n'est pas un mouvement social, on dirait en français. Et ça donne en arabe Stavretna mish hilaq. Alors, c'est intéressant parce que le hilaq, c'est le mot que revendiquent au contraire les Algériens. Alors, pourquoi ? Parce que dans le dialecte maghrébin, le terme de hilaq désigne justement un mouvement contestataire radical. Alors c'est
à la fois, si on fait de la linguistique, disons, à froid, et complètement à plat plutôt, on dira, oui, d'accord, haraka, ça veut dire bouger, donc c'est mouvement, c'est donc quelque chose qui est simplement un mouvement, tandis que thawra, c'est plus proche de l'étymologie, ça se traduit plus classiquement par révolution. Mais si on regarde dans le détail, le fait de traduire thawra par révolution est très contemporain. En réalité, dans la littérature même du 19e siècle, le mot de thawra en arabe signifie le chaos, plus. Donc vraiment l'agitation chaotique. Alors qu'on utilise beaucoup plus un mot comme inqidam, c'est-à-dire, comment on pourrait traduire, renversement de régime, pour désigner ce que nous, en français, on appelle la révolution, par exemple, jeune turque. Alors, on sait bien que dans le mot révolution, en français comme en allemand ou ailleurs, il y a cette idée qu'au fond, c'est un cycle, voilà, et donc c'est un mot qui s'est terriblement chargé d'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, son étymologie, elle nous sert plus à grand-chose. Ce que disait Marco tout à l'heure, par ceux qui se sont appropriés le mot. C'est comme ça que commence le livre d'Hannah Arendt sur la révolution, d'ailleurs. Elle fait toute une analyse sur le mot de révolution et sur son côté terriblement pas radical, terriblement banal. Au fond, une révolution, ça serait juste revenir à la même chose. Or, on sait bien que c'est plus du tout ça. Donc, c'est un peu pareil avec les mots arabes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'au fond, celui qui s'est imposé massivement, c'est thawra, donc le mot classique maintenant en arabe pour dire une révolution populaire, c'est thawra. Il est revendiqué, disons, un peu partout, y compris au Maghreb, en Tunisie, puisque la révolution, une fois réussie, une fois établie, se nomme révolution. Elle ne se nomme plus mouvement, soulèvement, etc. Elle est d'emblée. Du coup, elle se dit par ce mot arabe qui s'est imposé, qui est thawra. En revanche, les mouvements en train de se faire au Maghreb, et alors surtout en Algérie et au Maroc, sont des mouvements, enfin se disent mouvements. Voilà, hirak. Donc ça, et donc c'est très intéressant de voir comment s'actualisent ces mots-là et comment ils circulent. Parce qu'en réalité, dans le slogan que je mentionnais tout à l'heure des Libanais, il y a une sorte de référence endogène à d'autres mouvements qui ont ressemblé et qui ne sont pas pareils. Quand on dit « notre révolution n'est pas un mouvement social », c'est qu'au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne ressemble pas au campement du 14 mars 2005, elle ne ressemble pas au mouvement contre les poubelles de 2000, j'ai oublié quand, quelque chose comme ça, 13 peut-être, etc. Ce n'est pas un de ces mouvements que vous avez vu s'installer dans le centre-ville depuis X temps. Celle-là, c'est une révolution. C'est ça que ça veut dire, au fond. C'est la manière de se distinguer d'autres choses. En revanche, je pense, moi, j'interprète comme ça, l'usage du mot hirak au Maghreb fait référence à d'autres épisodes révolutionnaires. Quand le RIF s'intitule hirak, il sait très bien pourquoi il le fait, parce que c'est une sorte de revivification des soulèvements du RIF. Commencer par celui de 57, juste après de 1957, juste après l'indépendance, qui sont des soulèvements dont la mémoire s'est perpétuée. Et donc c'est aussi quel type de relation on veut établir avec son histoire, qu'elle soit récente ou qu'elle soit un peu plus ancienne. Tout ça, évidemment, n'est pas pensé, etc., mais c'est des registres. C'est comment on puise dans un vocabulaire possible. Pourquoi est-ce qu'on va dire hirak plutôt que thawra ou autre chose. Donc ça répond un peu à la deuxième question. J'ai un peu glissé, puisque est-ce qu'on peut dire qu'il y a bien sûr qu'il y a des différences entre les langues et qu'il y a des alors des dominations linguistiques, je ne sais pas, parce que ce qui caractérise ces mouvements et ces soulèvements, c'est qu'on y élabore
une terminologie locale. Alors, on peut arriver à en voir des origines, mais c'est toujours pareil. C'est quand même toujours très difficile de savoir qui le premier a commencé à dire quoi. Hein. Donc, si je pense à quelque chose de très caractéristique de la révolution tunisienne, qui est le dégage. Dégage en français, mais dit dans le dialecte tunisien, en fait, en arabe français, en franco-arabe. Ce mot-là, c'est un mot qu'on dit en tunisien, oui, mais il s'est chargé de politique, comme le reste. Et après, il a circulé, mais il a circulé dans les limites de ses possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, un Égyptien ne peut pas dire dégage. S'il dit dégage, il sait qu'il est en train d'imiter les Tunisiens. Donc, il a été traduit. Hein. Il est devenu un mot. Alors là où il y a une étrangeté, par exemple, c'est que dans certains pays, cette idée selon laquelle il faut dire au pouvoir ancien de partir, donc va-t'en, dégage, Yetnahaouga, il y a vraiment des expressions très 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 locales dans des dialectes très particuliers. Et puis il y a une formule un peu commune qui est en arabe classique, Erhal. C'est un mot très court, donc c'est facile à dire, qui a été repris là pour le coup dans la plupart des pays du Moyen-Orient où il y a eu des manifestations. Donc moi je pense qu'il y a une forme d'appropriation dans les dialectes et en fonction de la manière dont chemine ce langage révolutionnaire, il se teinte plus ou moins, ou en tout cas il cherche plus ou moins à s'auto-traduire, à se dire dans d'autres langues. Voilà, c'est aussi la richesse des dialectes arabes de pouvoir, d'avoir toujours plusieurs niveaux. On peut prendre dans le feu de l'action, si j'ose dire, hein, c'est le fameux le slogan algérien, donc qui dit dégage, qui dit Yetnahaouga. Moi, je connais pas bien le dialecte algérien, mais je comprends bien que c'est quelque chose d'extrêmement, c'est du dialecte très courant, enfin très ça a été, là on connaît l'histoire, donc on peut la raconter, on sait qu'il y a un jeune homme qui l'a dit à la télé, puis ensuite ça a été approprié, etc. Qui s'en aille, tous ont traduit comme ça directement, vraiment, qui s'en aille et puis c'est tout. Hein. Et donc que cette façon de le dire tellement simple, elle a été reprise très rapidement. Et dans d'autres cas, en revanche, on essaie de monter pour que ça parle de manière plus commune à une autre échelle, quoi, à l'ensemble du monde arabe, par exemple, ou à d'autres pays. Mais ça ne change rien, parce que ça circule dans tous les cas. Ça circule en super dialectal, comme en arabe classique. En fait, c'est aussi un des phénomènes qui me semble linguistiquement intéressant à observer dans ces épisodes-là, c'est comment les frontières dialectales et langagières s'effacent. Temporairement, hein, en tout cas sur certains registres, mais en tout cas on voit bien à quel point il y a même un côté très ludique chez les uns et les autres à se voler des expressions, à se voler du répertoire linguistique révolutionnaire. Merci déjà pour ces provocations et aussi pour ces détails fascinants là, Leïla. Moi, j'étais frappé par un mouvement particulière dans ton travail qui m'intéresse dans sa dimension anthropologique. Ton projet Dream, tes recherches aussi créatives avec des personnes dans le terrain pour lesquelles tu recueilles et comment tu as dit, pour retracer leur histoire et expérience, réponse en fait la temporalité, mais aussi les lieux des révolutions. La question était, dans quelle mesure cela a-t-il un sens pour toi de parler des révolutions comme des pratiques quotidiennes, comme des pratiques en fait en cours, plutôt que comme des grands événements de rupture ontologique. Et comme j'ai dit, cela m'intéresse également pour une raison méthodologique. La compréhension des révolutions comme se déroulant de façon quotidienne dans le présent, plutôt que de se produire à des moments historiques marqués, selon toi, nécessite-t-elle également des moyens plus, disons, ethnographiques, sociaux, relationnels et contemporains pour étudier le déroulement des révolutions?
Merci beaucoup pour cette question qui est difficile. Elle est difficile et c'est vraiment une des questions avec lesquelles j'essaie d'avancer. Je ne suis pas pour dire qu'il y a des révolutions tout le temps et partout. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a pas... Il y a beaucoup de gens qui comment dire, aussi par une forme de, je pense, de snobisme politique dans une certaine mesure, veulent s'émanciper de l'idée selon laquelle il y aurait des grands événements en histoire. C'est pas mon cas. Je pense quand même qu'il y a des événements particuliers. Je pense qu'il se passe des choses à certains jours. Et c'est d'ailleurs, en fait, la vraie question pour moi, c'est de savoir comment ça se fait. Et donc, quand on se pose la question, on en arrive à l'ordinaire et au quotidien. C'est ce lien-là, moi, qui m'intéresse. C'est moins de dire, de qualifier de révolutionnaire des pratiques quotidiennes, ordinaires, mais bien de voir le lien substantiel, mais consubstantiel, entre des pratiques ordinaires et des moments révolutionnaires. Et donc de ne pas forcément, justement, céder à la tentation de la causalité, c'est-à-dire de dire, ah oui, mais ce jour-là, il s'est passé ça parce que ce jour-là, c'est le jour, voilà, il y a l'immolation en Brésil, ou alors, voilà, il y a un appel à manifestation. Il y a évidemment un événement qui cristallise, mais pour moi, c'est pas un événement qui donne la clé ou qui explique, qui donne la cause du soulèvement, d'accord ? Et donc, en recherchant, en essayant de comprendre sincèrement ce qui se passe, on voit ce lien totalement, naturalisé par les acteurs entre leur vie quotidienne et le moment du soulèvement. Même s'ils disent, oui, mais là, il y en avait, on n'en pouvait plus, c'était intenable, etc. Ou alors, on avait très envie de sortir dans la rue, parce qu'on a vu que des gens sont sortis dans la rue, que ce soit donc par rage, par frustration, ou par, au contraire, désir de se soulever. Il y a une sorte de continuum pour eux, qui est logique, hein, enfin, on vit tous dans une forme de continuum, entre ce qui s'est passé ensuite pour eux dans le soulèvement proprement dit, et ce qui se passait déjà, ce qu'ils savaient déjà, ce qu'ils avaient emmagasiné. C'est à la fois la recherche sur l'ordinaire, c'est la recherche d'un récit préalable aux événements, c'est-à-dire d'un certain nombre de faits, de choses qui se passaient ou qui se disaient. On peut dire par exemple, c'est aussi très présent dans le livre qu'on a écrit, il y a des échos de certaines façons de faire qui se retrouvent dans les moments révolutionnaires. On peut trouver des échos entre la volonté de quitter le pays, par exemple, qui se manifeste par le fait qu'on va prendre un bateau partir en Europe, mais aussi par le fait que parfois on a connu des villages entiers qui sont sortis de leur village pour protester contre des mesures, des choses comme ça. Donc qu'est-ce qui dans ce geste anticipe ou fait écho à des pratiques proprement révolutionnaires, par exemple. Ça, c'est du côté des faits. Et puis il y a aussi du côté des si on revient c'est le drafting, hein, dans le dream, c'est-à-dire des aspirations de ce qu'on a imaginé comme possible et qui circulent sous différentes formes. Là, ça peut être des histoires, des chansons, des blagues, beaucoup des blagues, c'est très important. Et donc, ça, pour moi, tout ça, ça crée un imaginaire de potentialité politique. Qu'on va donc, au moment des soulèvements, d'une certaine manière, actualiser, ou en tout cas tenter d'actualiser. Et ça se résume pas à quelque chose qui serait juste des valeurs, hein, qui pourrait se lire uniquement dans des slogans, pain, liberté, travail, ni dignité, même si dignité est un peu à part, mais ça se développe dans plein de formes qui sont des formes de l'ordinaire, quoi, qui sont des formes qu'on peut saisir
par là, enfin que j'espère qu'on puisse saisir, en tout cas j'y crois, dans d'autres objets matériels ou dans d'autres traces matérielles. Donc c'est comme ça que j'essaie de travailler, et c'est pour ça que c'est un lien avec les lieux, parce qu'une des manières, me semble-t-il, hein, de saisir ça, c'est de se déplacer légèrement par rapport au centre de l'attention, hein, c'est-à-dire de pas forcément être, même si encore une fois je revendique aussi mon envie d'être aussi là où ça se passe. C'est important pour comprendre une révolution de voir ce qui se passe dans la manif, par exemple, ou dans l'occupation, sous les tentes, etc. C'est des moments extrêmement importants. Mais ces moments-là, je pense qu'on les saisit mal si on les saisit isolément. Si on se dit, voilà, ça commence tel jour, puis après ils s'installent dans leur tente et il s'y passe des choses. En fait, ce qui est amené des tentes, enfin avec des tentes, c'est des choses qu'on peut saisir en se mettant légèrement à l'écart et en allant voir en effet des lieux plus discrets, quoi. Après, les lieux plus discrets, ils permettent aussi d'entendre des gens qui sont plus discrets, hein. Commencer évidemment toujours par les femmes, qui sont de moins en moins discrètes, vous l'aurez remarqué dans les révolutions arabes, mais aussi comment, par exemple, l'ensemble d'une famille participe à des soulèvements où on a l'impression qu'il y a que des jeunes hommes dans la rue. Donc ce type de questions-là ne peuvent pas être menées sans aller sur d'autres terrains et sont plus visibles, disons, quand on va sur des échelles un peu plus grandes, donc dans des espaces un peu plus petits. À cela s'ajoute le fait que dans le cas des épisodes révolutionnaires dans le monde arabe depuis les indépendances, on remarque, tout le monde le remarque, que ça commence toujours dans des petites villes moyennes un peu rurales. Donc et après, on finit toujours par parler que des banlieues des grandes villes. Donc il y a quand même cette question qui se pose d'aller voir quand même ce qui se passe dans ces petites villes, dont certaines sont devenues un peu mythiques, mais d'autres sont un peu moins connues. Si on prend le Rif, la ville de Hoceima, peu de gens travaillent véritablement dessus et comprennent comment ça fonctionne. Même si, dès qu'on a un moment de soulèvement, on remarque des choses, on voit déjà des choses. On voit déjà la place des uns, des autres, des générations, y compris des enfants, etc., dans ces moments. J'espère que j'ai répondu, je ne suis pas certaine. Effectivement, on se pose la question si tu veux pas raconter une blague, mais je me suis posé la question si on la comprend, enfin si elle joue un tel rôle dans cette histoire. J'imagine il y a une grande tradition d'humour, donc ça. Oui, j'en ai pas là comme ça tout de suite. C'est toujours ce truc quand quelqu'un te demande de raconter une blague, c'est hyper dur. Ça se mobilise pas facilement. Elles viennent quand tu dans le flow, quoi. On va faire ça une autre fois autour d'un petit verre, tu raconteras. Alors, Leila, j'aimerais bien aborder un autre point, à savoir l'idée de la Méditerranée. Donc, la Méditerranée en tant que lieu d'affrontement et de séparation d'un côté, mais aussi en tant que lieu de passage et de partage de l'autre côté. N'est-il donc pas indispensable de repenser la relation de l'Europe face à la Méditerranée pour pouvoir penser ou même créer une nouvelle forme d'universalité? Je pense dans ce contexte aussi aux frontières closes et à la mobilité restreinte en temps de pandémie qu'on vit actuellement. Oui, merci beaucoup, Aziza. La réponse est oui, je pense qu'il faut repenser. Dans l'actualité, il y a la pandémie, mais il y a aussi les questions de racisme et de mémoire des épisodes d'oppression, de mise en esclavage de l'Europe, du Sud par l'Europe. Je le rappelle parce que c'est un des éléments de la question, me semble-t-il. La Méditerranée, pour moi, c'est ce lieu quand même qui marque, une sorte qui marque et qui garde la mémoire de ça aussi. Hein. C'est quand même extrêmement important de
garder en tête ça pour plein de raisons. Parce qu'au fond, on parlait tout à l'heure des répertoires qui font, quand je répondais à Marcus, pour se dessaisir de cette question, de cette figure des modèles de révolution, la Révolution française, etc. Quels sont les répertoires historiques propres des mondes et du monde arabe en particulier. Leur répertoire historique le plus vivant et le plus évident pour aujourd'hui, c'est celui de la décolonisation, c'est celui de l'émancipation anti-impérialiste, qui peut d'ailleurs être parfois considéré comme une forme de prison. L'anti-impérialisme a lui aussi été réinterprété, etc. Mais il est quand même au fondement de ce qui construit l'expérience historique des peuples d'Afrique, au sens large, pas simplement d'Afrique du Nord, et du Machrek aujourd'hui. Ça me paraît être au moins un constat qu'il faut faire et qu'il faut entendre, parce que il ne s'agit pas de dire c'est bon, maintenant on a fini ça, on est parti, on est parti, c'est réglé. En fait, non, c'est pas réglé parce que il ne s'agit pas de demander forcément toujours des réparations, mais il s'agit de légitimer et de comprendre la force et la puissance de ces soulèvements-là et leur écho dans ce qui se déroule aujourd'hui dans ces sociétés-là. Je n'ai pas complètement répondu à la question, mais j'en suis consciente. Donc après, quand on dit que la Méditerranée est un lieu clé, et moi je pense qu'il faut le dire, et je pense qu'en effet c'est un des lieux à partir desquels on peut penser une nouvelle universalité ou un nouvel universalisme, c'est évidemment avec ça. C'est pas en considérant que il y a eu tellement de civilisations qui sont passées et elles sont tellement puissantes, la romaine, la grecque, etc. Ce qui aurait pu être, ce qui là est déjà inclus, disons, dans l'idée d'un universalisme européen, puisque, comme vous le savez, l'Antiquité est européenne, le reste moins. Dans l'idée selon laquelle, dans les musées européens, on n'a aucun problème à avoir des objets de l'Antiquité parce qu'ils nous appartiennent, même s'ils viennent d'autres rives de la Méditerranée. Mais à un moment, il y a une rupture qui s'est inscrite dans l'espace de la Méditerranée et que là, on cherche à contourner, et qu'on cherche à contourner en usant de terminologie différentialiste. On serait du coup devenu, à partir d'une certaine époque, je ne saurais dater, mais peut-être quelque part à l'époque moderne, extrêmement différent. Ce monde commun méditerranéen serait devenu le lieu d'une différentialisation radicale. Vraiment, là, quand on passe une rive, on est passé de l'autre côté de je ne sais quoi, c'est un miroir. Voilà. Alors moi, je ne plaide pas forcément pour l'idée du monde commun, idyllique, ou des ponts entre les civilisations, d'imaginer qu'il faut retravailler ou revenir à Braudel, c'est ce que disent des gens, mais en fait, Braudel était un très grand différentialiste, donc c'est pas du tout lui qu'il faut convoquer pour aller chercher une Méditerranée commune. En revanche, aller chercher une Méditerranée commune, c'est reconnaître le legs des confrontations, et quand je dis reconnaître le legs, c'est pas demander pardon, c'est inclure dans notre répertoire historique de l'émancipation les émancipations postcoloniales, les inclure vraiment, dire que c'est une expérience historique au même titre que la chute des rois et leur décapitation. On connaît tous le fait les épisodes où on se débarrasse d'un roi, d'un tsar, etc. Et on considère ça comme des épisodes historiques importants. Or, je pense que la décolonisation en est un du même ordre, et elle concerne une bonne partie de la planète. Voilà, ça commence comme ça. Et ensuite, bien sûr, être aussi très conscient, et je ne parle même pas, des 4 siècles d'esclavage.
Enfin, on peut imaginer que toute une partie de l'humanité a été victime d'une traite pendant 4 siècles, en résistant en permanence et en réussissant au final à s'émanciper. Si ça, c'est pas une expérience d'émancipation humaine, je vois pas enfin voilà, si on peut pas se référer à ça communément en tant qu'être humain comme expérience d'émancipation humaine, on n'a que des expériences ridiculement petites par rapport à ça. Imaginez, des familles entières embarquées, enchaînées, etc., et qui ont construit toute une culture, tout un répertoire musical, des langues. Enfin, voilà, ça, c'est une expérience de temps long révolutionnaire, hein, pour revenir à la question, à mon sens, hein, qui doivent faire partie des bagages communs de l'humanité. Et donc là, au lieu de faire ça, je pense, hein, la plupart enfin, disons, dans l'universalisme classique, alors bien sûr, dans la pensée critique, ces choses-là sont évidemment plus présentes, mais si on veut regarder dans l'ordre des forces du monde, au lieu de faire ça, on fait plutôt le contraire, c'est-à-dire on continue à instiller une forme d'inégalité ou de non-reconnaissance des droits sous la forme, alors on l'a dit, l'empêchement de la mobilité, les frontières fermées, les visas, bon, évidemment les discriminations au jour le jour en fonction des races et des sexes. Donc ça, ça fait si je reviens à la Méditerranée, ça fait d'espaces comme la Méditerranée. On pourrait parler aussi des Caraïbes. Hein, on dit souvent que les Caraïbes sont une Méditerranée, ou qu'on a maintenant plusieurs Méditerranées on a plusieurs Méditerranées dans le monde. La nôtre de Méditerranée, celle qui s'appelle comme ça, en tout cas en français, elle est un terrain d'observation extraordinaire pour ça. J'ai tendance à penser, même à force de voir la violence qui s'y exerce, que c'est une sorte comment on pourrait dire, de trou noir d'impensé de l'inconscient de notre histoire. Enfin, c'est tellement énorme d'imaginer qu'on est dans des pays qui se disent démocratiques, qui se disent protecteurs des droits, dans lesquels la vie humaine n'a pas de prix. Hein, on l'a vu donc, dans le cas de la pandémie, donc on nous enferme tous pour nous empêcher d'être malades ou de faire avancer une maladie. Et depuis des années, on laisse mourir des gens. Et on fait mourir des gens. Donc c'est quand même, à mon avis, c'est plus qu'un symbole, c'est un tel lieu de déversement de l'inconscient, de l'inconscient de tous, hein, en fait, qu'on ne peut pas ne pas regarder là. On peut pas ne pas regarder là, y compris je pense, quand on travaille sur autre chose, d'une certaine manière. C'est comme une sorte de bruit de fond. C'est comme notre décor. Vous avez tous des décors lumineux et clairs. Là, on a un décor qui est à partir de... Enfin voilà, en tant que personnes qui réfléchissent dans un temps, pour moi, ça fait partie de notre temps, à tous. Enfin, tous ceux qui sont là, quoi. Qu'on soit au sud ou au nord, hein, là, en l'occurrence. Donc, c'est pour ça que l'expérience de cette frontière-là et de ces multiples modalités, je pense que même si on fait de la littérature du XVIIIe siècle, on peut pas. Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'écrire sans ça, voilà, ou de penser sans ça. Voilà, c'est moins. Donc, pour moi, la Méditerranée est moins un objet en tant que tel qu'une forme de décor permanent des réflexions à mener. Voilà, donc c'est pour ça que je travaille sur la Méditerranée, enfin sur le sud de la Méditerranée. Je suis attachée à cette notion pour ce que je viens de dire. Et elle est pas forcément toujours évidente d'ailleurs à démontrer d'une certaine manière, hein, parce que les révolutions arabes, elles ne vont pas qu'en Méditerranée, j'aurais pu décider d'un découpage autre, et parfois c'est vrai que ça a du sens, par exemple, d'intégrer l'Irak, ça a du sens d'aller vers la Turquie, alors elle est encore méditerranéenne, donc ça marche. Donc voilà, ce découpage méditerranéen-arabe, il ne marche pas forcément
d'évidence pour tout le monde, hein, selon les objets. En revanche, pour moi, je le considère comme un cadre pour penser un certain nombre les questions que je me pose. Je crois que j'ai tout. Oui. Alors, quelles questions de quoi, chère Laila, parlons-nous depuis un petit moment déjà avec Marcus et autres, et dans des lieux différents. Je pense notamment à notre soirée politico-littéraire sur Lampedusa, par là, le Literatur House, et ça touche les sujets sur lesquels tu as parlé là, sur l'instant. C'est une question qui prend un peu la suite des sujets déjà abordés, aspect important de ton travail. Et c'est une question sur les gens, alors aussi sur nous, chercheuses et chercheurs, citoyennes et citoyens, j'ose peut-être dire du monde, sur les choses et le mot. Les gens, les choses et le mot. Et on le voit, c'est un écran qui n'est pas sobre. Hein? Il y a les choses, il y a les mots, et il y a des gens et des traces de vie. Mon point de départ est donc double, d'un sens, c'est les histoires de la Méditerranée, ou plutôt les petits récits dans la Méditerranée, et les expériences du global, donc des réalités, sur lesquelles nous avons réfléchi ensemble au CMB, au Centre Thomas Clock, par exemple. Notre travail, tu le rappelles, et nous avons déjà en parlé aujourd'hui, juste maintenant, après la question d'Aziza, que la Méditerranée n'est pas un espace d'authenticité ou de la pureté. C'est plutôt devenu, pour nous en Europe, un centre vide. C'est un espace de complexité et de divers. Sous le titre de All Things Transregional, tu as souligné à l'occasion l'importance d'une perspective transrégionale comme l'outil de l'historienne, de toi historienne, l'outil d'un réassemblage des appartenances multiples, comme possibilité de donner sens, de faire, de fabriquer sens. Et je tiens sur le mot fabriquer le sens. Et dans le même texte, tu parles de l'origine de l'histoire comme discipline au XIXe siècle, depuis une discipline qui a été étroitement liée au devoir de montrer les origines des nations, de la nation, pardon, de la France, dans ce cas-là, et tu prends une position clairement en opposition à cet héritage, comme tu soulignes l'importance des processus, des routes, et aussi, j'y tiens beaucoup, de la curiosité et de la faculté d'être surpris. Donc, ma question, quelle est la place de l'historienne aujourd'hui entre les choses et le mot, entre l'écologie, comme cette rassemblement, comme cette connexion des choses, et les langues, dans les connexions d'éléments qui font monde, et in between des langues, dans les traductions et transformations du langage du monde. Merci beaucoup pour cette belle question. Quelle est la place Je pense qu'elle est complètement à construire, cette place. L'histoire, alors en tant que discipline, mais je pense que, je ne sais pas si c'est valable pour les autres, je ne pourrais pas dire à quel point ça l'est plus pour l'histoire, mais je pense que ça l'est plus pour l'histoire. Comment dire, sa position enfin, je veux dire, les historiens écrivent l'histoire nationale, l'histoire officielle. Enfin, c'est leur fonction, et ils ont et comment dire, on dirait en anglais, ils livrent un récit que on transmet dans les écoles, qui est censé donner une sorte de monde commun à des citoyens dans un pays. En France, en plus, quand on est prof d'histoire, on est en général aussi prof d'éducation civique, ça va avec. Donc, il y a vraiment toute cette idée selon laquelle la fabrique du citoyen, donc encore plus dans les républiques peut-être, bien sûr, passe par l'élaboration d'une histoire
commune, une histoire, on dirait officielle, si c'est négatif. Mais donc voilà, donc ça on peut difficilement le nier, et ça pose plein de problèmes de chercher à faire de l'histoire autrement, sans ça. Pas simplement parce que c'est pas difficile forcément à faire. On sait tous, enfin voilà, on a vite compris que ces frontières qui enserrent la question de l'État national, et ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire en regardant ailleurs que vers le pouvoir, c'était un peu ça. C'était avec le pouvoir viennent aussi les questions des frontières, etc. C'est facile à faire en tant que chercheur et de chercheuse, je pense. Enfin, c'est pas plus difficile que le reste, disons. Il faut aller chercher des archives un peu différentes, il faut aller chercher des questions. Enfin voilà, il faut prendre des questions. Mais il me semble que là, je vais rejoindre le biographique. Pour quelqu'un qui a un parcours, qui est né avec deux cultures, ou qui a de toute façon toujours été in between, ces questions-là sont presque évidentes. Je ne me vois pas, je n'imagine pas une seconde faire de l'histoire de France ou de l'histoire de la Tunisie. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est pas, voilà, je suis pas sur ce terrain-là. Or, ce qui est plus difficile, c'est de voir comment et de trouver le lieu dans lequel ce qu'on écrit ou ce qu'on cherche, ce qu'on trouve, peut être entendu. Parce que l'avantage de l'histoire officielle et de l'histoire nationale, c'est que c'est un support même pour discuter, même pour pouvoir ensuite, y compris avec quiconque, avec des gens qui ne sont pas des historiens ou pas des intellectuels, etc. Il y a quand même en effet, ça a cette vertu d'être un espace de discussion, une base de discussion. Et donc aussi, on déconstruit tout ça, on ne sait plus à partir de quoi même discuter. Donc, mais je pense que ça fait de nous des gens qui sont, je crois qu'on n'est pas seul dans cet état en ce moment, parce que je pense que tu parlais d'écologie et des langues, tu parlais de choses et de mots. Je pense que cette condition-là, cette condition d'entre-deux, cette condition de remise en perspective, si ce n'est de remise en question des récits nationaux, elle est partout. Enfin, elle est partout. C'est l'expérience de vie. On parlait des migrants tout à l'heure, mais c'est l'expérience des migrants qui sont quand même nombreux dans le monde, qui sont très très nombreux dans le monde. Et si on pense aux migrants à quelques générations, on est encore plus nombreux. Donc au fond, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément à nous de nous adapter aux récits nationaux. C'est fini. Je pense que là, on est vraiment entré dans un temps où les récits nationaux doivent s'ouvrir. Donc on est vraiment plus dans un moment où on essaye de pousser les portes, quoi. De dire voilà, en fait, chacun de vos récits nationaux a oublié non seulement toutes les horreurs qui ont été commises dans leur nom, mais aussi tout ce qu'il doit à les autres, ceux qui ne sont pas rentrés dans le récit national jusqu'à présent, et c'est valable ça au nord comme au sud. Je pense que dans l'histoire du monde arabe contemporain, quand je dis justement le monde arabe, on entend déjà tout ce que ça enlève à ceux qui ne sont pas arabophones à l'intérieur du monde arabe, à ceux qui sont d'autres mondes à l'intérieur de ce monde, etc. Donc je pense qu'on est dans un temps il faut pousser ça. Il faut pousser ça dans tous les sens, en essayant de maintenir de pas céder, de pas céder à la volonté d'être toujours uniforme et uniformisé. Alors une des grandes complications de ce travail, je sais pas si c'est une complication, mais pour moi je le vis un peu comme ça, c'est on écrit essentiellement dans une langue quand même, enfin moi en tout cas.
Et même si on travaille avec d'autres langues, on ramène parfois, on ramène à sa faculté à soi d'exprimer les choses dans sa langue. Et donc, du coup, on fabrique du sens, comme tu disais, on fabrique du sens, mais dans un espace dans lequel on a encore du mal à ouvrir. Enfin, je pense que, voilà, c'est pas, pour moi, c'est encore une question de savoir comment on peut ne pas se situer dans un débat qui, lui, va encore se refermer sur du national à cause de la langue. Même si on a des espaces intellectuels de circulation internationale, etc., je ne les trouve pas forcément totalement satisfaisants. Du point de vue d'un monde qui est cosmopolite d'en bas, quoi. Par en bas, qui n'est pas simplement le monde cosmopolite des élites universitaires ou intellectuelles, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque en réalité, y compris l'usage commun de l'anglais fait, à mon sens, aplatit un petit peu la volonté de rendre ce monde plus complexe et de sortir des débats nationaux. Je ne sais pas si j'ai encore une fois, est-ce que j'ai vraiment complètement répondu? Dans ta question, il y avait plus de choses que ça, il me semble. Les gens, les choses et les mots, hein, tu as dit ça. Les gens, les choses et les mots. Alors après, moi, je suis de côté des gens. c'est assez rapide. Les choses, des mots, bon. C'est ça, en fait. Je pense que alors peut-être certaines choses, je pourrais les sauver parce qu'elles gardent, elles sont comme des gens presque, hein, les œuvres d'art, il y a oui, même les objets matériels laissés, mais les mots c'est plus compliqué, même si c'est notre outil à nous, hein, j'ai tendance à penser que enfin voilà, non mais en fait c'est pas vrai que c'est plus compliqué, c'est-à-dire que pour moi c'est beaucoup de médiation, quoi. Et donc, qu'elle soit médiation sous la forme de traces ou d'archives, ou médiation pour nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, puisque c'est notre outil de travail, on n'a pas le choix. Enfin, si on pouvait faire autrement, peut-être que... Parfois, je me demande si on ne pourrait pas faire autrement. Il y a une sorte de... voilà, j'aimerais bien pouvoir restituer autrement que par les mots... et faire circuler surtout, autrement que par les mots, ce qu'on a à dire. Mais c'est vraiment, ça serait une belle aventure, mais c'est extrêmement compliqué. Tu disais que mon arrière-plan était chargé là, derrière, mais normalement, il y a des animaux aussi qui passent, ou d'autres êtres humains qui peuvent passer. Donc, voilà, j'aimerais bien pouvoir... voilà. J'aimerais bien qu'on puisse, c'est pas moi à pouvoir, hein, c'est pas une sorte de volonté de puissance de ma part, c'est si on pouvait parfois faire autrement. Hein. Je me suis posé la question très récemment à propos du Liban, hein, qui, comme vous savez, vit une crise absolument atroce en ce moment. Et je me disais, bon, il y a à peine quelques semaines, il était possible de parler de la révolution libanaise, hein, dont je vous ai parlé, en disant voilà, il y a une révolution en cours, puis après il y a eu le Covid, et puis maintenant il y a la crise économique gravissime, la faim, etc. Et donc comment est-ce que nous qui sommes en train, enfin donc c'était avec mon équipe, hein, nous qui sommes en train d'essayer de comprendre ce qui se déroule là-bas, aussi bien ce qui s'est déroulé que ce qui se déroule aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est le mot faire qui m'a fait penser à ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, comme on a fait pour l'Algérie, juste rendre compte de ce qui se passe et inviter des gens qui viennent nous parler, etc. Ça paraît totalement indécent dans l'état actuel de la situation, où il s'agit plutôt d'envoyer de l'argent pour aider des gens à survivre. Donc, on est dans des... Donc parfois on a envie de se dire bon mais oui, je parle pas forcément du caractère comment dire, socialement inutile de notre travail, hein, c'est pas ça la question. C'est plutôt une question de trouver le bon médium, quoi. Voilà, qu'il soit pas, enfin,
c'est l'usure de la production de mots sur les gens. On aimerait bien plus être avec les gens, essayer de produire ou de faire autre chose. Mais on peut peut-être essayer de faire les deux, je sais pas. Être avec les gens, ahlan wa sahlan. Voilà, exactement. Oui, c'est très touchant, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Ça pose la question vraiment de la relation, hein, au sens de le glissant aussi d'une forme de politique, vraiment aussi du faire. Et je pense que ma question s'enchaîne beaucoup à celle de Franck, en fait, de cette position qu'on choisit, de cette perspective, mais aussi du faire, en fait, de savoir comment faire. Et souvent, quand j'ai lu en fait la littérature sur l'historiographie ou théorique sur l'historiographie que nous tous lisons, hein, en ce moment, on peut se poser la question si cette histoire globale n'est pas devenue une forme d'histoire officielle, comme c'était la grande histoire des États-nations. Et justement, donc, je pense qu'il y a une sorte de confusion entre le global, donc la circulation de beaucoup de choses, d'idées, surtout de biens, beaucoup moins de gens. C'est pas du tout la même question de regarder sur ça en fait que la question de l'universel. Et je pense que Franck, quand il pose la question de se faire et comment se positionner par rapport à ça, ça vise beaucoup à ça. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. Quand j'ai lu une interview que tu as faite avec ce magazine du Forum des études transrégionales de Berlin, tu as retenu l'importance de la microstoria, donc, comme disent les Italiens, de la microhistoire, pour une histoire globale. Bon, alors, évidemment, on peut se poser énormément de questions par rapport à ça, parce que la microstoria, surtout dans sa tradition italienne, c'est beaucoup basé évidemment sur les archives, et comme l'Italie a une forme d'explosion d'archives, si l'on veut, effectivement, ils se sont positionnés dans un monde très spécifique, hein, et ça restait très petit d'une certaine manière, si l'on veut. Donc, on pourrait se poser la question comment faire une micro-histoire à l'échelle globale, hein, où est cette archive en fait qui puisse s'agrandir à cette échelle. Mais je pense que ce qui m'a toujours énormément intéressé dans cette tradition de la micro-histoire, et c'est beaucoup plus vers ça que je voudrais aller, c'est donc qu'elle a misé en fait sur ce jeu d'échelle entre le micro et le macro, donc entre un indice et quelque chose qui s'ouvre vers un plus grand, hein, et qu'elle a donc souligné à maintes reprises l'importance du narratif, en fait, des moyens narratifs de le faire, de nous positionner par rapport à l'objet très spécifique du micro, mais de le raconter, relater comme quelque chose qui nous ramène à quelque chose qu'on pourrait peut-être, enfin, qu'ils ont appelé l'universel, je ne sais pas, mais quelque chose de général. Hein. Et bon, toi, peut-être que je me trompe, mais est-ce que dans ce processus de construction qui vous intéresse, toi avec ta Dream Team, est-ce que ce projet sur les révolutions arabes, justement cette question de relater, raconter autrement, est-ce que ça vous intéresse? Et est-ce que ces moyens narratifs, et là j'enchaîne à la question de Franck, est-ce que ça change notre idée d'universel? Est-ce que ça ouvre une autre histoire en fait, notre manière de voir sur ces relations? Alors je ne sais pas si... comment dire alors merci d'avoir... je pense aussi comme toi que l'histoire globale telle qu'elle est pas forcément toujours pratiquée, mais en tout cas telle qu'elle est promue, est une nouvelle forme d'histoire officielle. En tant que tentative de sortir des périmètres nationaux, je trouve ça bien, hein, je suis plutôt pour. Simplement, bien souvent, on remarque qu'en réalité, on retrouve les périmètres nationaux et puis où on retrouve des choses qui s'appelaient avant les relations internationales, enfin plein d'autres disciplines. Donc ça pose des problèmes. Et pour moi, c'est en effet uniquement intéressant quand ça repose sur des méthodologies qui s'attachent au local.
d'ailleurs sur la méthodologie de la micro-historienne. Je pense que au fond, les historiens n'ont pas d'autre choix que l'induction. Ça, c'est leur problème, mais ça le restera, puisqu'on a petit ou plus grand, peu importe, et puis qu'à partir de là, on construit un récit, une histoire, une narration. Donc on est forcément, à un certain niveau, tous des micro-historiens, je pense. Simplement, certains font semblant que c'est possible de faire autrement, donc ils vont écrire, et en effet, ça se situe après dans l'écriture. Parce que, au fond, est-il possible d'écrire l'histoire de l'Italie ou de la France? En fait, c'est juste pas possible pour un historien. Donc, s'il se met à écrire une histoire de France, c'est qu'il a bien décidé, outre l'idée de la synthèse selon laquelle, bien sûr, tu compiles les travaux des autres, mais aussi qu'à partir de sa connaissance petite, d'un bout de cette histoire-là, il va se juger tout à fait légitime à écrire une histoire de France, que je ne conteste absolument pas, puisque ça fait partie du métier. Voilà, et que je fais moi-même, puisque j'écris sur une région qui est quand même très vaste. Et pourtant, je me concentre via l'archive sur des micro-bouts de cette histoire-là. Alors oui, on peut dire que les Italiens ont plus d'archives et que du coup, ça crée une forme de distorsion dans la capacité à d'autres lieux du monde à faire aussi la micro-histoire. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que l'archive, c'est pas que l'archive déposée dans une institution archivistique, que donc on peut la fabriquer. Enfin, je veux dire, on peut la trouver autrement. On parlait des objets tout à l'heure. Voilà, il y a des objets qui sont des archives, il y a des lieux qui sont des archives, il y a et puis évidemment des mémoires qu'on peut constituer en archives si on travaille sur du plus contemporain, mais y compris sur des périodes un peu anciennes. Il y a des historiens qui ont travaillé en histoire orale sur la période moderne. Donc là, c'est vraiment la méthodologie, la créativité qui peut permettre de construire de l'indice et ensuite d'élaborer une autre histoire. C'est aussi la polysomie de ce mot histoire, quoi. Un autre récit, un autre récit. Alors, est-ce que ça change? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Moi, je pense que déjà, si on fait ça, on commence par changer quelque chose. On commence par, évidemment, passer par-dessus cette fameuse séparation entre les gens de l'écrit et les gens des autres. Je ne retrouve plus son nom, mais bon, vous voyez de qui je parle. Donc, est-ce que... Ça, je pense que on en est là aussi, quoi. On en est à se dire, on n'en est plus à classer le monde en fonction de nos valeurs de référence, c'est-à-dire qu'il serait que, par exemple, la discipline historique se fonderait sur l'analyse critique d'archives dont on sait ce qu'elles sont et comment elles se présentent, etc. Et puis on arrive à avoir de l'archivistique, etc. Et des sciences auxiliaires, ce qu'on appelle, etc. Bon, et même si on est formé comme ça, on peut s'en émanciper sans aucune honte. C'est ça surtout qui compte, en réalité. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui ont travaillé à partir d'autres types de traces et d'autres types d'archives. Simplement, ils ne se sentaient pas aussi légitimes et je le ressens parfois moi-même aussi, de voir des gens qui font des fonds d'archives et qui sont... Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même très sérieux, beaucoup plus sérieux que ce qu'on fait nous. J'ai l'impression que ça fait laborieux, ça fait vraiment... Puis vraiment là, on peut utiliser des techniques, on croise, on coupe, on recoupe, etc. Nous, on a quand même beaucoup de blanc, donc recouper, c'est quand même pas évident. Et du coup, on élabore des méthodologies qui sont, me semble-t-il, tout aussi sérieuses, mais qui ne sont pas values, qui ne sont pas considérées comme aussi efficaces, quoi. Ou aussi scientifiques, tout simplement. Voilà, donc c'est revendiquer une espèce de scientificité, surtout dans un contexte où on a une espèce de retour fort d'un positivisme scientifique, quantitatif, etc. La possibilité de travailler avec des matériaux
moins classiques pour élaborer, voilà, pour élaborer aussi un récit historique, quoi. Et à mon avis, c'est ça qui change, qui est en train de changer, qui change. C'est pas, voilà, c'est pour ça que je pense que l'aide de la micro-histoire, c'est aussi ça, quoi. C'est pas seulement l'abondance d'archives, c'est se dire que à partir d'une petite histoire, on arrive à la constituer patiemment, etc. On peut comprendre, on peut donner, on peut d'abord comprendre et ensuite donner à voir, donner à entendre, avec, en effet, au cœur de ça, tu vas me remettre dans mes ornières sur l'écriture, quoi. Au cœur de ça, la capacité des historiens et des historiennes à écrire, qui est au centre de leur travail, quoi. Et je reviens à ma boucle, qui repose la problème de la langue et des questions de traduction entre les différents univers. Merci, c'est un très beau cercle final, on pourrait dire, un grand cercle qui avait commencé avec la question des grandes révolutions et des langues, jusqu'à une fin qui recommence avec les langues et la question d'écrire et de s'écrire. Un très grand merci, Leïla, ça a été vraiment fascinant et c'était vraiment intéressant.